Les amis, on va commencer avec ce premier thème. C'est bien parfois de faire des pas de côté et de saluer notre ami Yohann Usaï, mais je voulais qu'on commence par ce thème fort. Quand la parole, je vous le disais, quand la parole des familles des victimes se libère enfin, serais-je tenté de dire. Un constat aujourd'hui, ces familles osent enfin prendre la parole. C'était pas le cas à une certaine époque. Ces familles qui osent prendre la parole et aujourd'hui, on va vous faire écouter deux témoignages très forts. On va commencer d'abord par Christelle Gervaise. Christelle Gervaise, vous le savez, c'est la veuve d'Alban Gervaise, ce médecin militaire agressé le 10 mai 2022, je vous le disais, par Mohamed El. Il avait été poignardé d'une dizaine de coups de couteau. Le meurtrier a été déclaré irresponsable pénalement. Il ne sera pas jugé. Elle veut carrément ouvrir le débat sur la récidive et le suivi des patients hospitalisés. Et puis il y a une petite phrase, un petit mot qui lui a fortement déplu. Vous savez, quand je vous dis brainwashé, utilisé par Emmanuel Macron, écoutez la réaction de Christelle Gervaise qui a le courage de prendre la parole et de dire les choses. Quand j'entends dans la même phrase brainwashé et fait divers, effectivement, pour moi, c'est difficile à entendre. Alban, on l'a déjà dit, hein, ce n'est pas un fait divers. Aujourd'hui, dans notre vie, à tous les quatre, elle est quand même très compliquée. Et des attaques au couteau, des familles brisées, il y en a malheureusement beaucoup trop souvent. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas en parler? J'ai des doutes. Bon, pour moi, cette phrase, en tout cas, elle n'est pas entendable. Yohann Usaï, je commence avec vous. Vous êtes notre spécialiste politique. D'où l'intérêt de faire attention aux mots que l'on utilise. Parce que quand on voit la répercussion et la réaction de Christelle Gervaise, et on comprend aisément, évidemment. Bien sûr, mais on l'a déjà dit souvent, c'est un mot qui, au-delà de ne pas être adapté, ne correspond pas du tout à la réalité de ce que vivent les Français. Parce que le terme utilisé par le président de la République est un terme qui nie tout simplement la réalité. C'est un terme qui veut dire en fait aux Français... vous regardez trop la télé, vous lisez trop les journaux à la limite, mais surtout vous regardez trop la télé parce que c'est quand même CNews qui était principalement visé par ce terme-là. Vous regardez trop la télé, ce que vous vivez, ça n'est quand même pas ça. Vous le voyez bien, tous les jours sur le terrain, il n'y a pas des agressions, il n'y a pas des meurtres. Ah, on minimise. Tous les jours, effectivement, dans la vie réelle, dans la vie que vivent tous les jours nos compatriotes, il y a de l'insécurité, il y a du danger. Et ça, le président de la République n'en a pas conscience. Il n'en a pas conscience et donc quelque part, il n'a rien fait pour lutter contre ça, parce que l'insécurité, ça sera quand même l'un de ses nombreux échecs. Et ce que je disais aussi, c'est que la parole se libère aussi. Les familles osent parler, Louis de Ragnel. Bien sûr, dire les choses et mettre des mots. Jusqu'à il y a peu de temps, globalement, les familles de victimes, on leur disait surtout ne parle pas trop, ça sert à rien. Ou alors quand on entendait une victime qui hurlait un peu plus fort que les autres, on disait non mais c'est sous le coup de l'émotion, la personne ne se maîtrise pas, ce qui était d'ailleurs très insultant. Et ce qui est vrai, c'est que là, depuis un an et demi, eh bien, vous avez des familles, des parents, des époux, des épouses qui haussent le ton. Moi, je pense à la veuve du gendarme Comines qui avait dit « La France a tué mon mari ». Et en fait, il y a une litanie. Voilà, je trouve que c'est elle qui a un peu marqué l'espèce c'est la première à avoir vraiment marqué le coup de manière aussi explicite, aussi claire. Et ensuite, s'agissant d'Emmanuel Macron, j'ai peut-être une toute petite réserve avec vous, Yohann. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron est parfaitement conscient du diagnostic et du constat. Il a pensé que ça pouvait se régler avec son programme politique à lui. Ça n'a pas fonctionné. Ça marche pas. Et je pense qu'il se dit que c'est foutu. Et donc, il vaut mieux s'intéresser à autre chose. Et je trouve que c'est du coup doublement... ça blesse encore plus certaines victimes, et particulièrement la famille d'Alban Gervaise, parce que si on se souvient bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début, ça a été complètement passé sous silence. Et c'est parce que certains médias se sont emparés, ils se sont dit, non mais c'est quand même une histoire, enfin, c'est ahurissant ce qui vient de se passer, c'est extrêmement grave. Et on a mis un peu de temps à parler de ce drame. Les politiques ont mis énormément de temps à réagir, pour ceux qui ont réagi, parce que les 3/4 de la classe politique n'avaient pas réagi à ce drame. Et moi, je me souviens, parce que faut quand même, si on contextualise, son mari était médecin militaire. Ouais. Non mais c'est pas une fonction totalement anonyme, c'est pas n'importe qui, vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait eu même des débats, est-ce qu'on s'intéressait, est-ce que c'est aussi parce qu'il était médecin, est-ce que, vous savez, quand on tue un militaire, un soldat français sur le territoire national, normalement c'est pas tout à fait la même chose que si on tue quelqu'un qui n'est pas policier, pas gendarme, pas militaire. Et voilà, et donc il y avait eu un malaise de la classe politique, et c'est pour ça que je comprends parfaitement la peine de la veuve de ce militaire qui a été tué sauvagement. Et elle explique d'ailleurs, je termine par ça,
qu'est-ce que je peux expliquer à mes enfants ? Qu'est-ce que je raconte à mes enfants ? J'explique que la personne qui a tué papa, eh bien, la justice a décidé de le remettre en liberté. On va l'écouter justement, je vous donne la parole, Véronique. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez incompréhensible et insupportable. On écoute Christelle Gervais. Pour eux, c'est quand même difficile. J'aurais dit que les juges et les médecins considéraient qu'il était trop malade pour aller en prison et qu'il irait en psychiatrie. Par contre, forcément, je leur ai dit qu'il allait rester très très longtemps en psychiatrie. J'ai des doutes. Et je leur ai menti aussi sur un point. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de venir dans le département des Bouches-du-Rhône ou au moins à Marseille, comme on avait demandé. On en avait fait la demande devant la chambre de l'instruction, mais ça nous a été refusé. Donc effectivement, le meurtrier de mon mari, nous on habite toujours Marseille, et le meurtrier de mon mari pourra venir dans Marseille parce que la chambre de l'instruction nous répond qu'il doit pouvoir bénéficier de soins dans cette ville. Bon, ça c'est aussi une décision qui est difficile à entendre et pour laquelle il va falloir que je suis pas certaine de le dire aussi franchement à mes enfants. Je pense qu'il faut que je les protège et c'est déjà difficile pour eux de voir que voilà, il va aller à l'hôpital. C'est déjà difficile, donc je ne parle pas de durée d'hospitalisation ni de mesures d'éloignement pour le moment. C'est terrible hein, ce que dit Christelle Gervais, Véronique Jacquier. Hein. Obligé de mentir à ses enfants pour pas dire la vérité, évidemment. On en est là aujourd'hui. Mais oui, mais ça place bien le débat qui motive tous les parents. Les épouses, donc les veuves ou les mamans d'enfants tués qui demandent finalement à prendre la parole parce que au-delà de l'indicible, toutes ces familles ont pris perpétuité, donc elles ne seront jamais consolées. Jamais. Mais au-delà de l'indicible, il y a quelque chose de nouveau, c'est que justement, si elles réagissent, si elles sortent du silence, c'est parce qu'elles sentent bien qu'il n'y a plus rien de juste qui puisse expliquer l'inexplicable. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mots pour ces enfants, mais on n'a pas de mots non plus pour trouver une forme de consolation, puisqu'il n'y a que des dissonances de la part d'Emmanuel Macron, qui n'est pas capable de parler que de brainwashé, des dissonances de la part de la justice, qui sous-estime la dangerosité de certains individus ou la dangerosité des actes qui ont été portés. Par exemple, pour Alban Gervais, là aussi, on a mis quand même trop facilement sous le tapis le fait que celui qui est maintenant, qui est considéré comme fou, a été suffisamment lucide, ou tout au moins pas assez fou, pour choisir un médecin militaire devant un établissement catholique, en sachant que 2 heures auparavant, il avait fait du repérage devant une autre école, en sachant qu'il était apte pour une garde à vue, et en sachant que quand il a frappé Alban Gervais, il a dit « Au nom de Dieu, je lui ai mis 30 coups de couteau ». Et alors ce côté « au nom de Dieu » qui pourrait d'ailleurs valoir pourquoi pas le qualificatif de terroriste, là aussi c'est passé sous le tapis. Donc mettez-vous à la place de tous ces parents qui savent très bien qu'ils n'ont plus rien à attendre du président de la République, de la justice, de la police, de toute mission éducative au sein de l'école. Bien entendu qu'ils parlent, parce qu'il y a trop de dissonances et trop de choses qu'il n'y a plus rien de juste et plus rien qui fait qu'aucune parole ne puisse être dans la justesse. On a perdu quelque chose de l'ordre de la civilisation et du civilisé pour comprendre la façon de traiter les choses. Heureusement que la parole se libère. Heureusement. Oui, la parole se libère, mais maintenant il faut de la mobilisation. C'est-à-dire qu'il faut que tous ces parents se mobilisent pour ouvrir vraiment les débats qui incombent à nos responsables politiques pour faire en sorte que ces faits de société soient de moins en moins nombreux ou tout au moins soient combattus et je trouve que avec les mots justes et avec les armes justes. Beaucoup de courage de voir relancer le débat dans le contexte dans lequel elle est plongée actuellement, évidemment. Nathan Devers. La souffrance des proches des victimes est inimaginable. On ne peut pas se mettre à leur place et donc leur parole, elle a une portée extrêmement forte et elle doit être écoutée avec un respect profond. Même, vous citiez tout à l'heure une épouse de victime qui avait pu avoir les mots « la France a tué mon mari », etc. Même si parfois certains proches de victimes peuvent avoir des phrases avec lesquelles tel ou tel citoyen peut ne pas être d'accord. On ne peut pas ne pas être d'accord avec un proche de victime. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas débattre politiquement avec quelqu'un qui a vécu une souffrance de cette nature. La question, à mon avis, quand même, qui doit se poser, avec le plus grand respect. Il ne s'agit pas de relativiser. Et c'est pour ça, je crois, que le président n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit sur un ton polémique, c'est-à-dire en visant certains journalistes ou en donnant l'impression de relativiser, etc. La question qui doit se poser quand même, c'est la question de savoir si l'insécurité doit être analysée à l'aune des faits
ce qu'on appelle dans la presse les faits divers ou ce qu'on appelle les faits tragiques, peu importe le mot, mais des faits. Pourquoi ? Parce que quand on est dans le commentaire de ces faits, premièrement, on zoome sur un événement, on ne voit pas une situation globale. Deuxièmement, on est évidemment sous le coup de l'émotion. On ne peut pas rester un pur esprit abstrait, analytique, quand on commente des abominations pareilles. Et troisièmement, on n'a pas une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Je crois que le problème de l'insécurité, de la violence, de la criminalité, il doit être pensé. Il doit être pensé sans tabou. Il doit être pensé en le regardant en face. Mais il doit être pensé à partir des statistiques annuelles. Parce que quand on s'en tient aux faits, faisons une simple expérience de pensée. Imaginez que demain, le nombre d'homicides soit divisé par 2 ou divisé par 2 l'année prochaine. Eh bien, si on commente uniquement les faits tragiques, on ne s'en rendra pas compte. Parce qu'on aura toujours, dans un pays aussi nombreux que la France, on aura toujours énormément de crimes. Non. Même si c'était divisé par 2. Il y a quand même deux choses, Ce que je Nathan. vous propose, Louis, si ça ne vous dérange pas, Très bien. on poursuit nos échanges parce que nous partons en pause publicitaire et on continue nos échanges. Très bien. On marque une pause. Mais j'attends On s'y soumet. l'objection de Louis. À tout de suite. – 18h18, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre punchline du week-end. À mes côtés ce soir, Véronique Jacquier, Louis de Ragnel, Michel Auboin, Nathan Dever et Yohann Usaï. Nous poursuivons nos échanges sur ces prises de parole, les familles de victimes qui osent prendre la parole. Nous évoquions Christelle Gervaise qui veut ouvrir un débat sur la récidive et le suivi des patients hospitalisés et qui a beaucoup de courage, Yohann Usaï. Oui, naturellement, c'est avec son témoignage, naturellement, force l'admiration. Parce que le fait de ne pas avoir de procès, on sait que ça rend le deuil plus compliqué. On le dit souvent, on n'arrive pas à faire son deuil tant qu'on n'a pas eu de procès. Là, en l'occurrence, elle n'en aura jamais. Donc il est évident que toute sa vie, elle va devoir porter cela. En plus de la souffrance liée à ce qui s'est passé. Mais le fait est que si cet homme est véritablement fou, ça reste encore à prouver manifestement, parce qu'il y a des trous dans la raquette, comme l'a dit Véronique. Mais s'il est véritablement fou, qu'on le mette dans un hôpital psychiatrique, moi ça ne me pose pas de problème à la limite. Mais il faut qu'il y reste toute sa vie. Bien sûr. Si on me dit que cet homme va être interné jusqu'à la fin de ses jours dans un hôpital psychiatrique, soit c'est noté, on ne juge pas les fous dans ce pays, ok, mais ça n'est pas le cas. On sait très bien qu'il va pouvoir sortir lorsque les médecins jugeront qu'il est apte à sortir. Alors ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans, dans 5 ans, probablement pas dans 10. Ou en tout cas, les cas comme celui-ci sont rares. Il va sortir dans quelques années, c'est ce qui est le plus probable. Donc c'est ça qui est révoltant. Voilà. Ça, c'est révoltant, parce qu'il va se retrouver dans la nature dans quelques années. Dans combien, on ne sait pas, mais il ressortira. Est-ce que c'est à Christelle Gervaise et à sa famille de déménager, de changer de ville? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. La réponse est dans la question. Exactement. Évidemment non. Évidemment non. Évidemment non. Michel Auboin. Oui, il y a effectivement cette question du procès, de la fonction du procès qui permettait de faire le deuil, mais en fait, qui permettait d'objectiver la situation et de repartir avec ces questions, mais avec aussi une partie des réponses. Là, cette fonction-là, elle est perdue dans cette affaire, puisque la victime ne comprend pas la décision qui a été prise. Et visiblement, la justice ne lui a pas expliqué la décision qui est prise. Sans ça, il n'y aurait pas de débat autour. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Ensuite, moi, je ne peux pas apprécier si l'individu en question devait être en hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison. Mais ce qui est sûr, c'est que l'internement d'office en hôpital psychiatrique, c'est une procédure qu'on a exercée auparavant, avant qu'elle soit transférée au juge. C'est une décision qui est assez difficile à prendre. Et sachant que des gens restent en hôpital psychiatrique toute leur vie, ils ne sont pas forcément relâchés. La seule différence, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est en détention, vous savez où il est, vous savez à quel moment il va sortir et vous connaissez son parcours. Là, vous ne saurez plus. Pour la victime, c'est terrible parce qu'elle ne sait pas s'il va sortir un jour, s'il ne va pas sortir. Et je pense que c'est là où il faut faire un peu de droit, une fois de plus, c'est-à-dire mettre des dispositions qui permettent de suivre les individus qui le sont et éventuellement une procédure d'appel en cas de décision des psychiatres qui auraient estimé qu'il aurait été guéri. Je pense qu'on peut, ça peut s'aménager. Moi, je pense, parce que vous savez, en prison, on y met aussi beaucoup de gens qui devraient être en hôpital psychiatrique. Vous savez comme moi. Donc, qu'on renforce la psychiatrie pénale d'une certaine façon, que les gens soient en cellule, en hôpital psychiatrique plutôt qu'en prison, ça n'a rien de choquant. Le tout, c'est qu'il y a le même régime juridique pour les uns et pour les autres. Alors, autre réaction de Christelle Gervais sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, c'est justement sur ce statut, ce fameux statut de victime. Écoutez ce témoignage fort.
Mais je pense que de nombreuses victimes s'accordent à dire que le statut de victime, il est quand même doublement difficile. D'une part parce qu'on perd un proche et ensuite parce que je pense vraiment que les choses ne sont pas faites pour nous protéger. Ne serait-ce qu'émotionnellement. Hein. Là, moi, il n'y a aucun accompagnement pour annoncer cette nouvelle à mes enfants. Mes enfants aussi ont besoin d'un suivi psychologique sur Marseille. Donc pourquoi nous, on devrait risquer de le croiser dans un couloir d'hôpital? Je pense que c'est assez injuste. Et oui, le statut de victime, il est très difficile et il y a énormément de choses à faire. Je pense que voilà, j'ai pu voir ces derniers jours sur votre antenne des familles de victimes le déplorer aussi. Elle dit tout, Christelle Gervaise. Et quand je posais la question, évidemment, est-ce que c'est à Christelle Gervaise et à sa famille de déménager, de changer de ville? Et effectivement, enfin, on marche sur la tête, là, littéralement, parce que, voilà, elle dit tout. Mais c'est-à-dire que, de toute façon, ce sont les victimes qui prennent... Véronique Jacquier. Donc on se rend bien compte qu'il y a une inversion des valeurs. On a une inversion des valeurs et il n'y a pas de réponse qui puisse les apaiser, les consoler. Elles vivent déjà quelque chose d'absolument atroce, puisque elle a perdu un mari, elle n'a pas d'explication rationnelle à donner à ses enfants. La mort, c'est déjà absolument difficile. Elle a géré 3 orphelins en bas âge, vous vous rendez compte? Et alors, je vais peut-être être un petit peu emphatique, mais souvenez-vous, François Hollande s'était rendu au chevet du jeune Théo pour lui apporter sa compassion à l'époque. Ça avait été décrié, puisque le jeune Théo en question avait été soi-disant maltraité par les policiers. Donc il y avait aussi un acte politique du côté de François Hollande en se déplaçant de la sorte. Et là, on n'a pas un homme politique, à commencer par le président de la République, qui est capable d'avoir la moindre parole de compassion, la moindre parole d'empathie vis-à-vis de ces familles qui sont abîmées pour toute leur vie. Donc je trouve ça extrêmement choquant et je comprends qu'elles aient besoin d'exorciser finalement leur peine, leur douleur, leur souffrance à travers la prise de parole. Mais c'est pas ça, c'est pas que du courage. C'est que si elles ne le font pas, mais elles crèvent en silence, pardonnez-moi. Mais il faut elles crèvent en silence si elles ne parlent pas. Louis de Ragnel. Non, mais dans ce que dit Véronique, il y a quelque chose qui est extrêmement vrai. C'est qu'en fait, elle fait partie de la France bien élevée. Madame Gervaise, vous voyez bien, son mari était médecin militaire. C'est une France qui n'a pas l'habitude normalement de se plaindre, qui serre les dents. Et donc pour le politique, c'est pas un problème. Et donc le politique se concentre exclusivement vers des populations mal intégrées, chez qui il n'y a rien qui fonctionne, parce qu'à chaque fois, il n'y a qu'une trouille, c'est de se dire, il y aura peut-être une crise des banlieues, ça va s'enflammer. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'insupportable. La France qui paye ses impôts, qui fait tout bien, on s'en fiche complètement. Et si elle souffre, c'est pas très grave. Et quand il s'agit, même avant le jugement, avant même toute décision de justice de la France qui se comporte mal et qui est mal élevée, immédiatement, ça polarise, ça focalise, ça attire l'attention du politique, et c'est quelque chose qui est devenu insupportable. Alors, autre témoignage fort, c'était hier dans cette même émission avec Laurence Ferrari, c'est le témoignage de la maman d'Elias. Je rappelle qu'Elias a été tué carrément à coup de machette pour un téléphone portable. Et justement, la parole se libère. Alors, elle se libère dans certains médias. Dans d'autres médias, parfois, les choses sont analysées de manière différente. Et manque de chance, aujourd'hui, les gens parlent. Et les familles parlent. Écoutez justement ce que dit la maman d'Elias, témoignage très fort, à bon entendeur. Merci. Je suis très surprise par des propos que j'entends dans les médias qui modifient l'adolescent qu'était Elias et l'adolescent de 14 ans qu'il restera pour toute la vie. Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, en parlant de la décision du Conseil constitutionnel, alors je vais lire ces mots, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable. » En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti et qu'il manipule l'information et le meurtre d'Elias en décidant lui-même, alors qu'on ne connaît pas encore la vérité, que Elias a refusé de donner son téléphone. Il réalise un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Ce que fait Patrick Cohen, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Une femme violée, si elle n'avait pas porté une mini-jupe,
elle n'aurait pas été violée. Donc pour nous, les parents d'Elias, 5 mois après la mort de notre enfant, entendre Patrick Cohen, qui est censé être un journaliste rigoureux, on voit là qu'il ne l'est pas, qu'il est médiocre, tenir de tels propos, pour nous, c'est indécent. Alors, il y a des journalistes autour de ce plateau. Je suis journaliste. Je n'ai pas pour habitude de porter de jugement sur mes confrères. Je me l'interdis. Mais en revanche, c'est intéressant ce que dit Elias. Et c'est nos rappels à notre fonction majeure, relater des faits et rien que des faits. C'est ça notre mission. Oui. J'enseigne, et c'est ce que j'enseigne également à mes futurs élèves journalistes. Bien sûr. Là, c'est tout à fait autre chose. Mais un mot quand même, parce que vous dites qu'on n'a pas l'habitude de porter des jugements sur nos confrères. Eux ne se privent pas pour le faire. J'entends. Voilà, J'entends, mais pour nous juger. j'entends. Ils nous jugent, ça c'est sûr. Mais ce que dit la mère d'Elias, qui dit j'ai appelé l'assistant de Patrick Cohen pour qu'il me rappelle, pour qu'il s'explique, parce qu'on a besoin d'explications. Et Patrick Cohen n'a même pas daigné, manifestement, décrocher son téléphone. Alors qu'il a le numéro de téléphone, visiblement. Voilà. On peut dire quand même que c'est un peu dégueulasse. Voilà. On a le droit de dire ça quand même. Bon, donc on le dit, c'est un peu La parole est libre. dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Et ensuite, il est vrai qu'un certain nombre de médias ont décidé, depuis le début de cette affaire, depuis la réalité de ce qu'est vraiment le meurtre d'Elias, ont décidé qu'il fallait modifier cette réalité, parce que cette réalité, elle contredit leur idéologie. Donc comme ça contredit leur idéologie, eh bien on va travestir ce qui s'est passé. Et ça a commencé très rapidement avec l'AFP, l'agence France Presse, qui a modifié le communiqué des parents d'Elias. Le communiqué disait « Elias a été égorgé avec une machette ». L'AFP a transformé ça en « Elias a été... comment dirais-je, agressé, a été poignardé avec un couteau. Donc ils ont transformé d'abord la machette en couteau et ils n'ont pas dit égorgé, ils ont dit a été poignardé à l'épaule. Ça a commencé comme ça, parce qu'effectivement ça allait à l'encontre de leur idéologie. Et Patrick Cohen, eh bien c'est un peu dans la même veine. Louis de Ragnel. Alors moi on me dit que, en tant que journaliste. Patrick Cohen considère que ce qu'il a dit a été mal interprété. Donc, il pouvait appeler le seul conseil que la maman d'Elias. Voilà, que je peux lui donner, c'est il est encore temps de s'expliquer, de corriger le tir. Et s'il a blessé la mère d'Elias, s'il a été mal compris, eh bien, il faut s'excuser. Et je pense que la maman d'Elias, qui a l'air tout à fait honnête et sincère, le comprendra. Et ça arrive à tout le monde. Si c'est vraiment ça, hein, je sais. On donne ça nous arrive à tous de commettre des erreurs. C'est pour ça que je dis. Et voilà, et on s'excuse platement quand on a blessé ou quand on a dit quelque chose qui était faux. Voilà. Et s'il ne s'excuse pas ou s'il ne s'explique pas, à ce moment-là, ça voudra dire que réellement, ce qu'a compris la maman d'Elias est la vérité et la réalité de ce qu'a voulu dire Patrick Cohen.